Bonjour, aujourd'hui on va creuser un sujet qui touche beaucoup de monde. Cette envie de se sentir bien, en forme, et puis aussi d'avoir les moyens de réaliser ses projets, quoi. Oui, le bien-être et la prospérité, c'est une quête assez universelle. Exactement. Et justement, il y a une entreprise, Neolife, qui se positionne pile à ce carrefour. On a reçu des documents qui expliquent un peu leur vision, leur offre, D'accord. et notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer ça ensemble, de voir ce qu'ils disent. Alors on va se concentrer sur Neolife en se basant sur deux textes qu'on nous ont fournis. Le premier s'appelle Mission, valeurs et opportunités Neolife. Ok. Et le second, Opportunités de start-up Neolife. L'idée, c'est vraiment de comprendre leur philosophie affichée, leurs principes, et puis l'opportunité qu'ils proposent telle qu'elle est décrite noir sur blanc. Compris. On regarde ce qu'il y a dedans. Allez, plongeons là-dedans. Commençons par le cœur du sujet, la mission que Neolife affiche. Et c'est pas rien, hein. Faire du monde un endroit plus sain et plus heureux. Ah oui, c'est une sacrée ambition. Et il précise comment. Oui, par la nutrition de qualité supérieure. Il parle même d'armes de choix pour y arriver. Arme de choix, carrément, c'est fort comme terme. Ça suggère une lutte, presque. C'est ça. D'ailleurs, les textes parlent de mettre fin à la tendance. Mettre fin à quelle tendance du coup? La mauvaise alimentation, les problèmes de santé liés? J'imagine, oui. Il pose ça comme un engagement fort, quasi militant. L'association Santé-Bonheur, bon, c'est un classique. Oui, en marketing, c'est courant. Mais cet engagement à inverser une tendance, ça donne une couleur particulière. Ça pose la question de savoir comment une entreprise privée compte s'y prendre pour un problème aussi large, quoi. Bonne question. Les documents ne détaillent pas forcément le comment du comment, mais l'ambition est là. Et pour soutenir cette mission, ils mettent en avant 5 valeurs clés. La première présentée comme centrale, L'intégrité absolue. intégrité absolue, c'est un standard très élevé sur le papier. Oui, ça doit imprégner chaque décision, chaque action, selon eux, tout à fait. La question après, c'est comment ça se traduit concrètement, mais c'est posé comme un pilier. Deuxième valeur, les gens sont numéro un. Là, on parle de la règle d'or, de respect, de dignité, l'aspect humain, voilà. Troisième valeur, des produits efficaces. Alors là, ils insistent pas mal, hein. Ils disent unique, haute qualité, garantie et supervisée par un conseil consultatif scientifique, le SAB. Ah oui, le fameux SAB. C'est un argument souvent utilisé pour rassurer sur la crédibilité scientifique. Exactement. Il y a même une phrase mise en avant, pas de produits vulgaires ni de bas de gamme. Ça, c'est intéressant. Ça vise clairement à se positionner au-dessus de la mêlée, à se distinguer d'une concurrence peut-être perçue comme moins sérieuse. C'est ça. Après, les documents affirment cette qualité, cette efficacité, mais les extraits qu'on a ne donnent pas forcément les preuves scientifiques ou comparatives pour qu'on puisse juger sur pièce, hein. C'est présenté comme un fait par l'entreprise. D'accord. Quatrième valeur, l'opportunité égale pour tous. L'idée affichée, c'est que peu importe d'où tu viens, ton âge, ton genre, ton expérience, ça ne devrait pas être un frein. Ok, l'accessibilité de l'opportunité. Et la cinquième, une vision à long terme. Les décisions seraient prises pour le bien-être durable des membres actuels et futurs. Ce qui est assez frappant, c'est de voir comment tout ça s'agence. Ces valeurs, elles forment un système, quoi, un discours cohérent. Comment ça? L'intégrité et la qualité, ça vise la confiance dans le produit, dans l'entreprise elle-même. Les gens d'abord, et l'opportunité égale, ça construit l'image d'une communauté accueillante, juste. D'accord. Et la vision en long terme, ça suggère la stabilité, la pérennité. C'est bien ficelé pour rassurer et attirer sur plusieurs plans. On voit comment ça soutient à la fois la vente des produits et le recrutement de nouveaux distributeurs, qui sont un peu les deux jambes de ce genre de modèle, d'après ce qu'on lit. Justement, parlons-en de cette opportunité commerciale. Ils utilisent une expression assez moderne, je trouve. Ils proposent de lancer sa propre start-up en nutrition. Ah oui, start-up en nutrition. L'analogie est maligne, ça fait penser à quoi? Innovation, autonomie, potentiel de croissance. C'est très dans l'air du temps. Carrément. On compare ça à une start-up tech, mais appliquée à la nutrition. Oui, mais attention, il faut voir ce que ça recouvre selon eux. Ils précisent bien que Neolife fournit l'infrastructure. C'est-à-dire? Les produits sont déjà là, ils sont consommables. Ça, c'est clé pour avoir des ventes récurrentes. La logistique est gérée par eux. Et surtout, il y a déjà un régime de rémunération en place. D'où l'argument de la faible barrière à l'entrée, j'imagine.
Pas besoin de lever les millions, de créer un produit de A à Z. Exactement. L'entrepreneuriat devient, selon leurs mots, accessible à tous. Hmm. Et c'est là qu'on voit à la fois l'intérêt et peut-être la limite de l'analogie start-up. Une vraie start-up part de zéro avec les risques, mais aussi la liberté totale que ça implique. Alors que là, Là, c'est plus une forme d'entrepreneuriat encadré, on pourrait dire, ou de micro-franchise, si on pousse un peu. L'avantage mis en avant, c'est clairement la réduction du risque et de la complexité au démarrage. Ça peut séduire ceux qui rêvent d'indépendance, mais qui sont un peu effrayés par la création d'entreprises classiques. oui, je vois. Le revers potentiel, qui n'est pas dit explicitement ici, c'est sans doute une liberté d'action plus limitée que dans une start-up où on crée tout soi-même. On opère dans un cadre déjà défini. Les produits, le plan marketing, logique. Et concrètement, quels sont les avantages promis à ceux qui se lancent dans cette start-up en nutrition? Les textes en listent plusieurs. Déjà, le fait de posséder sa propre affaire. Le côté être son propre patron. Voilà. Ensuite, la possibilité de gagner un revenu, que ce soit en complément, à temps partiel ou carrément à temps plein pour en vivre. Et ce revenu viendrait d'où, d'après les documents? Du partage des produits et de l'opportunité elle-même. Ça suggère un modèle basé sur la vente directe, mais aussi, probablement, sur le recrutement d'autres personnes. Oui, ça ressemble aux caractéristiques habituelles des structures de vente multiniveaux, même si le terme n'est pas forcément utilisé comme ça. Effectivement. Troisième avantage listé ailleurs, bénéficier de ce fameux régime de rémunération. Quatrièmement, pouvoir gagner des bonus, argent, voyage. Des récompenses, quoi. La reconnaissance, être mise en avant pour ses succès au sein de l'organisation. Rémunération, bonus, voyage, reconnaissance, ce sont des leviers de motivation assez classiques dans le monde commercial, surtout dans la vente directe. Ça vise à stimuler la performance et aussi à renforcer le sentiment d'appartenir à quelque chose, de réussir. Sixième point, très pratique, acheter les produits pour soi au prix de gros. Il chiffre l'économie à 20% par rapport au prix public conseillé, un avantage direct pour le distributeur lui-même. Et le dernier point mis en avant, l'accès à des ressources pour le développement personnel et le leadership. Bon, si on regarde l'ensemble, ça dessine une proposition assez complète qui essaye de toucher plusieurs cordes sensibles. Comment ça? Il y a l'autonomie, la flexibilité, posséder sa start-up, choisir son temps de travail. Il y a le gain financier, revenus, bonus. Il y a l'accomplissement personnel, la reconnaissance, le développement de compétences. Il y a l'appartenance, la communauté, les voyages, et même un bénéfice direct avec les produits moins chers. Vu comme ça, oui, ça couvre pas mal d'aspects. On sent une tentative de répondre à beaucoup d'aspirations actuelles. La sécurité financière, bien sûr, mais aussi l'épanouissement, le lien social. Après, la question que ça soulève toujours avec ce genre de présentation, c'est quelle proportion des gens qui se lancent atteignent vraiment les niveaux de revenus ou de reconnaissance qu'on met en avant? Oui, les documents de présentation sont souvent assez discrets là-dessus. C'est souvent le cas. Un truc que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans ces documents, c'est comment Neolife adapte son message en fonction de l'âge des gens. C'est assez ciblé. Ah oui, c'est une technique marketing assez classique, ça, la segmentation générationnelle. Oui, et ils utilisent des statistiques pour appuyer leurs propos. Des chiffres qui semblent venir surtout des États-Unis, d'ailleurs, vu les sources citées comme HBR ou Bankrate.com. D'accord. Et alors, comment ça se traduit concrètement? Ils identifient des problèmes spécifiques à chaque âge. Exactement. Pour les 20-30 ans, par exemple, ils pointent deux faits problématiques. Primo, le désengagement au travail. 71% des millennials seraient désengagés selon une étude HBR. C'est beaucoup. Et deuxio, la précarité financière. Près de 2/3 des Américains auraient du mal à sortir 500 ou 1000 dollars en cas d'imprévu, d'après Bankrate.com. Ok, désengagement et manque de sécurité financière pour les jeunes adultes. Et Neolife propose quoi en face? Alors, les solutions Neolife listées sont la santé, une communauté motivante, la possibilité de payer ses dettes, on pense aux prêts étudiants peut-être, de se créer une base financière, de nouer des amitiés, de grandir personnellement, d'avoir plus de liberté de temps, être son propre boss, quoi, et de voyager. D'accord. Le lien est assez clair. Face au boulot qui n'emballe pas et aux fins de mois difficiles, on propose du sens, du lien social, de l'autonomie et un espoir financier. L'accent sur la communauté et la croissance perso, c'est malin pour cette tranche d'âge qui cherche souvent des repères. Passons aux 40-50 ans. Là, les problèmes mis en avant changent un peu. On parle des sacrifices financiers liés au logement. Ah oui, Oui,
Il cite une étude de la Fondation MacArthur qui dit que 52% des Américains auraient fait des compromis importants sur leur logement entre 2011 et 2014. Et on retrouve aussi le manque d'épargne générale, la même stat de Bankrad.com. Ok, le poids du logement et toujours ce manque d'épargne. Et pour cette génération, souvent en plein dans la vie de famille et la carrière. Les solutions Néolife s'adaptent. On retrouve la santé, la communauté, le remboursement des dettes, mais l'accent est mis sur la construction d'un avenir financier pour la famille. Ah, la dimension familiale devient centrale. Voilà, avoir plus de temps avec les proches, gérer son emploi du temps, avoir de l'argent pour les études des enfants et commencer à penser sérieusement à la retraite. Les voyages sont toujours là aussi. Là, on cible clairement la sécurité familiale, la préparation de l'avenir. Des préoccupations majeures à cet âge-là. Tout à fait. Et enfin, les 60 ans et plus. Là, les faits problématiques cités sont assez préoccupants. Il parle de 65% des baby-boomers qui prévoient de travailler après l'âge légal de la retraite, Ah oui, quand même. de 40% des boomers qui n'auraient pas d'épargne retraite du tout, d'un tiers des retraités qui dépendraient de la sécurité sociale et toujours ce faible niveau d'épargne générale. Le tableau d'une retraite potentiellement difficile pour beaucoup. Et Néolife propose quoi pour eux? Les solutions se concentrent sur le maintien d'un style de vie actif et valorisant. Garder la forme, rester connecté via la communauté, rembourser les dernières dettes éventuelles et surtout générer un revenu supplémentaire pour une retraite active, pas subie. D'accord, ne pas juste s'arrêter. C'est ça. Avoir du temps pour la famille, les amis, continuer à contribuer à la société, laisser un héritage financier ou autre, et bien sûr voyager. Ce qui est intéressant, c'est que ça colle bien à une évolution de la société, non? La retraite est de moins en moins vue comme une fin en soi, mais comme une nouvelle étape où on veut rester actif, engagé. Oui, utile et si possible, à l'aise financièrement. Et Néolife se positionne comme un moyen de réaliser cette retraite active. Cette approche par tranche d'âge est assez révélatrice, je trouve. Ça montre une vraie volonté d'adapter le discours pour toucher les gens là où ça fait mal ou là où ils aspirent à quelque chose. Absolument. Et on note quand même une constante dans les solutions, quel que soit l'âge. Le trio santé, communauté, opportunité, liberté. Oui, c'est le cœur de l'offre qui est décliné différemment. Voilà. Après, la question qu'on peut se poser en lisant ça, c'est est-ce que cette opportunité individuelle peut vraiment être une réponse structurelle à des problèmes comme le coût du logement ou le financement des retraites? Bonne question. Les documents la présentent comme une solution individuelle à des problèmes qui sont souvent décrits comme plus larges, plus systémiques. Exactement. Et pour rendre tout ça plus concret, plus humain, les documents mettent en avant une histoire de réussite, une success story. Ah, le fameux témoignage. C'est un classique dans ce genre de communication. Ça sert à incarner la promesse. C'est celle de Charlie et Alta Bolton, un couple sud-africain, apparemment haut placé dans la hiérarchie Néolife, membre de l'équipe présidentielle. D'accord. Et leur histoire est très visuelle. Ils racontent comment Néolife a changé leur vie de couple, a fait grandir leurs rêves. Ils décrivent leur vie actuelle. Une ferme de gibier de luxe de 8500 acres. Ah ouais, là on est dans le spectaculaire. Clairement, ils présentent ça comme la preuve de la réalisation de leurs rêves grâce à Néolife. Et ils disent que leur motivation maintenant, c'est d'aider les autres à faire pareil. Le côté rendre au suivant. Voilà. Avec la phrase choc pour conclure, nous sommes la preuve vivante que Néolife change des vies. Bon, ce récit coche toutes les cases du témoignage inspirant, hein. Transformation perso, réussite matérielle impressionnante, dimension altruiste. C'est fait pour que les gens se projettent. Et si c'était moi? Bien sûr. Mais, et c'est important de le garder en tête en analysant ces documents, ce genre de témoignage met en lumière une réussite qui est, par définition, exceptionnelle. On ne nous dit pas quelle est la proportion de distributeurs qui vivent de leur activité ou quel est le parcours moyen. Oui, on nous montre le sommet. C'est une stratégie de com qui se comprend, mais ça ne reflète pas forcément l'expérience de tout le monde. Effectivement, c'est un point crucial. Pour boucler la présentation, dans les documents, on trouve des appels à l'action assez clairs, même s'ils sont formulés sobrement. Du genre, Du genre? le succès commence ici, ou la question « Quelqu'un vous a-t-il référé ?» Il y a aussi une section FAQ, une foire aux questions, qui aborde des trucs pratiques comme « C'est quoi une start-up de nutrition ?» ou « Comment on gagne de l'argent ?» Mais on n'a pas les réponses dans nos extraits, ok? Classique pour engager la personne et l'orienter vers l'étape suivante. Contacter la personne qui lui a parlé de ça ou chercher plus d'infos. Alors, si on essaye de faire une synthèse de ce qu'on a lu, Néolife se présente comme une entreprise avec une double mission, santé et bonheur. Elle s'appuie sur des valeurs fortes, comme l'intégrité, le respect, la qualité des produits. Des valeurs affichées.
Oui. Et au cœur de l'offre, il y a cette opportunité commerciale, présentée comme une start-up en nutrition, mais avec une structure déjà en place fournie par l'entreprise. Une structure qui comprend les produits, la logistique, le plan de rémunération. Exactement. Et tout ça est marketé de façon ciblée, pour parler aux différentes générations en fonction de leurs préoccupations. C'est une bonne synthèse. Et au-delà de cette description, ce que la lecture de ces documents fait ressortir, je trouve, c'est une question un peu plus profonde, qui est là en filigrane. Ah oui? Laquelle? C'est cette tension entre l'idée d'indépendance qu'ils mettent en avant, être son propre patron, lancer sa start-up, et le fait que cette liberté s'exerce dans un cadre qui est quand même très défini par Neolife. C'est-à-dire? Tu peux développer. Ben, il y a des produits spécifiques à promouvoir, un plan de compensation qui est le même pour tous, des méthodes de travail qui sont suggérées, une culture d'entreprise assez forte véhiculée par les valeurs, les témoignages. Hmm, je vois. La liberté dans un cadre? Voilà. Comment s'articule vraiment cette promesse d'autonomie entrepreneuriale et la nécessité de fonctionner à l'intérieur de ce système étendu? Où est la vraie marge de manœuvre individuelle pour innover, pour personnaliser son approche, au-delà de l'application d'un modèle donné? C'est une bonne question. Les documents vantent la liberté, mais le cadre semble assez précis. Et c'est peut-être dans cette interaction entre la liberté promise et la structure fournie que se joue une partie de l'expérience réelle des distributeurs. Quelle est la nature exacte de cette propriété de sa start-up personnelle quand on évolue dans un écosystème aussi intégré? C'est une question que les documents soulèvent, effectivement, sans forcément y répondre en détail. Exactement. Et ça mériterait sans doute une réflexion plus poussée. Une excellente piste de réflexion pour conclure notre exploration d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette analyse des documents Neolife qui nous ont été partagés.